Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode. On va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. On va voir par où commencer pour quitter le Boomer Dream. Juste avant, jingle. Avant de commencer, on décide d'innover un petit peu dans notre podcast. On a une nouvelle idée pour faire une mini-rubrique avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. On a décidé de l'appeler la Boom Anecdote. Et aujourd'hui, c'est Marie qui va nous partager la sienne. Ouais, c'est moi qui suis à l'honneur cette semaine parce que pas plus tard qu'hier, j'en ai une. Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas trop, enfin mon patron non plus ne sait pas d'ailleurs. S'il passe par là, je suis désolée. Désolé pour lui. Du coup, je passe des entretiens pour changer de travail. Du coup, je travaille en cabinet comptable. Et hier, entretien à 18h30 dans un cabinet. Donc, du coup, je m'y rends. Au final, je me rends compte que le cabinet, il est en plein centre de Montpellier. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, pas moyen de se garer. Enfin, bon, bref. J'arrive à destination. Et quand je monte l'étage, je sais pas si vous voyez l'ambiance. C'est-à-dire que l'ascenseur s'est pas ouvert, que ça sent déjà le vieux. Ça sent l'eau de Cologne, ça sent le renfermé, ça sent mamie, quoi. Donc, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. La bonne petite moquette qui date de Mathusalem. Et là, on était 2 candidates pour le même poste, à la même heure, reçues par la même personne. Et là, donc l'expert comptable, boomer, c'est-à-dire 65 ans, complètement déphasé. Il était là, il savait même plus qui il recevait. Au final, il a pris la fille qui était avec moi et il m'a dit « Ne bougez pas ». Donc j'étais là, dans le hall d'entrée, à attendre un quart d'heure qu'il va bien me recevoir. C'était terrible. Je me suis dit, bah en fait, du coup, non. Oui. Bonne soirée. Donc, pour la petite anecdote, nous aussi, on est en plein chemin pour quitter le Boomer Dream. Marie, qui essaie de changer de cabinet comptable, là, hier, vraiment, elle est dans un cabinet. En fait, au bout de 5 minutes, elle savait déjà que quoi qu'il arrive, à moins qu'on lui propose un très très gros salaire, elle ne travaillerait pas là-bas. En fait, c'est simple. Déjà, l'expert comptable, 65 ans, je me disais que ce qui était prélevé sur ma fiche de paye pour qu'il parte à la retraite, ça suffisait même pas à le faire partir. Donc, je me suis dit que c'était pas la peine. Déjà, c'était pas pour moi. Bon, ben on va rentrer. Merci pour cette anecdote. On va rentrer avec directement plaisir dans le vif du sujet. Alors, Julien, imaginons, t'as 25 ans, tu sors des études, premier job, ou premier lancement d'activité. Quelles sont les premières étapes pour quitter le Boomer Dream ? Alors, les premières étapes pour quitter le Boomer Dream quand vous avez 25 ans, que vous commencez à toucher vos premières rémunérations, la première règle, c'est de dépenser moins que vous gagnez. Parce qu'il n'est pas question que vous commenciez tout de suite à être à découvert avec vos premières rémunérations, sinon c'est évident que direct vous partez dans la voie où vous allez rester dans le Boomer Dream toute votre vie. Donc ça passe déjà par dépenser moins que ce que vous gagnez, et notamment par ne pas avoir de découvert autorisé. Alors ça, c'est un truc, dès que vous commencez à travailler, la banque, elle va vous le proposer. Le découvert autorisé, c'est un piège. Moi-même, en tant que banquier, je le vois souvent sur des clients qui ont parfois des découverts énormes, du style 3 000, 5 000 euros parfois, et en fait, ils vivent en permanence en découvert, et on sous-estime grandement ce que ça coûte. Il faut savoir que le taux classique d'un découvert bancaire, c'est à peu près du 20%. Donc si vous avez un peu une idée de ce que ça peut représenter 20% sur le montant de votre découvert, vous voyez même que vous perdez beaucoup d'argent et vous enrichissez la banque avec celui-ci. Parce que en fait, un découvert, c'est une dette que tu as envers ta banque. En fait, à partir du moment où tu as un négatif sur ton compte, tu lui dois de l'argent. Exactement, c'est-à-dire que ce que vous avez sur votre compte en positif, la banque vous le doit. À partir du moment où le compte est en négatif, c'est vous qui le devez à la banque. Et effectivement, vous remarquerez que les banques, quand vous avez le compte en positif, votre compte bancaire ne vous rapporte rien. En revanche, dès qu'il passe en négatif, ça vous coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier pour moi, c'est dépenser moins que ce que vous gagnez, et notamment une petite astuce pour commencer à mettre de côté rapidement quand vous avez terminé vos études, c'est d'essayer de conserver un petit peu votre rythme d'étudiant un peu plus longtemps. Alors bon, c'est évident que si vous étiez un étudiant en galère financière, vous n'allez pas non plus pouvoir rester comme ça très longtemps. En revanche, essayez quand même de pas tout de suite passer, on va dire, sur un rythme comme si vous gagnez 10 000 euros par mois, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le montant de votre rémunération. Essayez quand même de rester soft sur vos grosses dépenses au début et de plutôt privilégier de l'épargne. Donc toi, tu donnerais quoi comme conseil pour gérer son budget ? C'est-à-dire, je pense par exemple aux dépenses du logement. Généralement, dans les grosses villes, ça coûte très cher. On voit aussi que le pouvoir d'achat, plus il avance, plus il diminue. T'as des petites astuces pour ça ou pas ?
Alors pour le logement c'est compliqué parce que ça va dépendre énormément de là où vous vivez, hein. C'est certain que si vous habitez à Paris, le montant de votre loyer ça va être une très grosse dépense, voire parfois la moitié de votre rémunération. En revanche si vous vivez on va dire peut-être plus à la campagne ou dans des villes plus moyennes où les prix sont plus abordables, vous pouvez arriver à vous loger pour on va dire entre un quart et un tiers de votre salaire. C'est un petit peu ce qu'il faut viser. Après c'est évident qu'il faut aussi voir ce que vous choisissez en termes de logement. C'est évident que tout le monde ne peut pas vivre dans une pièce de 11 mètres carrés. Néanmoins si maintenant vous vivez seul, c'est peut-être pas le moment de prendre un appartement T3 de 60 mètres carrés. Si vous venez juste de terminer vos études, c'est peut-être un peu tôt et ça fera peut-être une dépense un peu trop importante. Après, on fait pas de cas de généralité, mais selon toi, faut que ce soit fait dans quel espace-temps ? C'est-à-dire, on sort des études, à ton avis, il faut combien de temps en moyenne pour arriver au moins à se constituer l'épargne nécessaire à faire son premier investissement ? Ça va dépendre tout simplement de à quelle vitesse vous allez décider de mettre de côté, hein. C'est évident que si vous mettez 50 € par mois de côté, ça va mettre assez longtemps à vous constituer une épargne. Maintenant, si vous êtes, on va dire que vous décidez réellement de vous faire une épargne et de mettre de côté chaque mois plusieurs centaines d'euros, c'est évident que ça va aller beaucoup plus vite. L'idée de l'épargne que vous devez vous constituer, vous devez absolument avoir toujours en épargne mobilisable de côté à peu près 6 mois de niveau de vie. Donc si par exemple vous avez besoin de 1000 ou 1500 € par mois pour vivre tous les mois, il faut que vous ayez 6 fois cette somme sur un livret qui est disponible dans votre banque. Donc vous savez au moins que vous avez toujours ce petit matelas de sécurité de côté et que quoi qu'il arrive, si à un moment donné vous devez changer de taf ou juste vous décidez de partir en vacances à l'autre bout du monde, de faire un peu autre chose, vous savez que vous avez de l'épargne de côté qui vous permettra d'accomplir votre projet. Ça peut paraître un peu frustrant, je pense. Tu sais, quand on sort des études, on a envie de profiter, en fait. On a déjà vécu de manière contrainte, je dirais, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour rester motivé à ça ? C'est-à-dire ne pas être tenté de faire des voyages. Parce que par exemple, sur Instagram, je vois souvent ça, des Reels, où en gros la personne écrit... de l'argent j'en aurai toujours plus tard mais je n'aurai plus jamais 23 ans et qui partent faire des tours du monde qui coûtent généralement 30 000 balles quoi. Donc t'as une petite astuce motivation on va dire pour pallier à ça? Ça, c'est des choix à faire, c'est-à-dire que si vous êtes jeune et que vous décidez de ne pas travailler tout de suite ou de faire une pause dans votre vie active et de voyager, c'est parfaitement votre choix, il est tout à fait légitime. En revanche, s'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est ne voyagez pas à crédit. C'est-à-dire que si réellement vous avez besoin d'une somme importante pour réaliser vraiment le voyage de votre vie, faites-le après avoir épargné cette somme et ne vous endettez pas surtout pour réaliser ce voyage. Parce qu'en réalité, si vous commencez par vous endetter, vous allez payer très longtemps forcément la dette de ce voyage et ça risque de vous tirer une sacrée balle dans le pied pour quand vous reviendrez de vacances et que vous devrez recommencer à travailler. Après, pour rassurer tout le monde, on peut voyager assez rapidement quand on décide d'appliquer ce que nous on appelle quitter le boomer dream. Je pense qu'au final, c'est quand même faisable dans les 2 ans, voire 3 ans qui suivent, de commencer à voyager, de s'accorder du temps de plaisir et d'augmenter tout simplement son niveau de vie. Ah, tout à fait, à partir du moment où vous commencez à avoir des dépenses raisonnées, à épargner chaque mois et surtout éventuellement à investir en plus, vous verrez que rapidement vous dégagerez les moyens de vous faire plaisir, d'augmenter votre niveau de vie et également de voyager. Pour évoquer un petit peu, parce qu'on part pas tous égaux au niveau des études, même ceux qui ne font pas d'études, c'est-à-dire que des fois on n'a pas des parents derrière pour nous aider à financer les études. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas les moyens de se payer un appartement en pleine ville ou de payer son école, ou tout simplement qui ont une opportunité après la fin des études d'aller à l'étranger et qui ont dû du coup s'endetter à des prêts à 30 000, 40 000 euros. Comment on fait quand on est dans ce cas-là ? Il faut absolument rembourser ce prêt le plus rapidement possible. Alors c'est sûr que c'est un petit peu se faire violence quelques mois ou quelques années en fonction du montant de celui-ci, mais réellement si vous avez un gros prêt étudiant, dès que vous commencez à travailler, il faut avoir un seul objectif, c'est rembourser ce prêt étudiant. Parce que déjà vous allez vous retrouver avec une mensualité qui peut être assez importante, elle peut aller de 300, 400, 500, 600 euros parfois mensuellement, c'est déjà énorme dans votre budget, mais il faut absolument essayer de faire le plus gros effort possible et si possible le rembourser par anticipation. Plus vite vous allez rembourser et solder ce crédit étudiant, plus rapidement vous pourrez vous tourner vers d'autres projets, épargner réellement pour ce que vous aspirez à faire et aux envies que vous avez envie de porter et pas simplement devoir vous retrouver à 30 ans à encore payer un crédit étudiant que vous avez dû contracter pour finalement rentrer en plein dans le boomer dream. Là aussi où je pense qu'on pourrait un petit peu insister, c'est que vous allez être en décalé par rapport aux autres.
C'est-à-dire que vous allez voir que les autres vont vous dire mais achète une maison, voyage, profite de ta vie. Achète une belle voiture. Ouais, pourquoi tu prendrais pas un LOA pour une voiture? C'est franchement un super bon plan, quoi. Comment tu ferais pour te moquer en soi du regard des autres, ou du moins d'avancer sans regarder de côté, sans prêter attention à qu'en dira-t-on, ou à tous ceux qui essayent de te décourager, parce que tout le monde n'est pas forcément bienveillant quand vous allez voir quand vous allez essayer d'élever votre qualité de vie ou votre stratégie de vie. Pas beaucoup de monde comprennent en fait. Tout à fait, il faut vraiment toujours garder à l'esprit, c'est vos objectifs. Gardez en tête que vous vous êtes tracé une voie, que vous souhaitez quitter le Boom and Dream et vivre ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, et pas simplement regarder sur les réseaux sociaux la vie des influenceurs que vous voudriez avoir. Il faut réellement garder ça à l'esprit et bien comprendre que si vous voulez une vie différente du Boom and Dream, c'est-à-dire une vie différente de ce que vous auriez normalement dû avoir si vous ne sortiez pas la tête de l'eau, il faut bien comprendre que vous allez devoir faire les choses différemment des autres, et que quand on fait les choses différemment, mais forcément c'est normal, on attire le regard, on attire des questions, et beaucoup de personnes vont peut-être même remettre en cause parfois ce que vous faites. C'est parfois tout simplement aussi parce que pour elles ça va leur sembler anormal, sorti du contexte, c'est-à-dire que le fait que vous le fassiez, ça va parfois leur renvoyer tout simplement que eux ne passent pas à l'action, que eux restent dans le Boom and Dream, et finalement le mal-être qu'ils ont dans le Boom and Dream, à partir du moment où vous commencez à mettre en place les stratégies pour en sortir, ça peut créer un décalage où effectivement ces personnes finalement vont un peu vous renvoyer dans la figure le fait qu'elles se sentent mal dans le Boom and Dream et qu'elles n'arrivent pas à en sortir. Également, un autre point qui est très important quand vous commencez à travailler, c'est de pas tomber dans le piège de la voiture. Alors, on a tous vu, moi-même le premier, quand on est lycéen, puis quand on devient étudiant, on rêve qu'à une chose, c'est avoir une voiture. Et c'est vrai que la voiture, c'est le plaisir, c'est la liberté, c'est aussi une certaine réussite sociale éventuellement qui peut apparaître. On veut une belle voiture. Réellement, il faut repousser ce projet le plus longtemps possible et prendre une voiture dans ses moyens. Ça ne sert à rien de prendre un crédit consommation pour une voiture que vous allez payer pendant longtemps, un peu comme le crédit étudiant qui va en plus énormément perdre de sa valeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer qu'une voiture, ça vous coûte une assurance, ça vous coûte du carburant forcément, et plus elle est puissante, plus elle va consommer de carburant, ça vous coûte une mensualité de prêt, et en plus elle baisse de valeur. C'est-à-dire qu'en plus la voiture, peut-être, imaginons vous prenez une voiture à 40 000 €, dès que vous l'avez sortie du garage et que vous avez roulé 6 mois avec, elle a peut-être perdu à peu près 20-25% de sa valeur. Donc c'est énorme ce que peut vous coûter une voiture neuve si vous décidez de commencer par ça directement. Et rien que l'entretien en fait, ça peut être une charge. Ça peut être une charge vite conséquente. Faut changer les pneus, faut changer les plaquettes, faire la révision, les filtres, les machins. Forcément, si c'est une grosse voiture, c'est peut-être pas abordable dans le budget initial. En tout cas, quand on débute, après, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que c'est possible après, par la suite, d'avoir la voiture qu'on souhaite sans se mettre dans le rouge absolu, quoi. Exactement, il faut bien comprendre qu'une voiture, on sous-estime parfois l'impact qu'elle peut avoir sur un budget, parce que comme ce que je vous ai un peu résumé, les différents postes qu'on a au moment où on possède une voiture, en réalité on n'arrive pas à se rendre compte de l'impact que ça a sur le budget, et une voiture normalement ça ne doit pas dépasser 10% de votre revenu. Si par exemple vous gagnez 2 000 € par mois, votre voiture ne doit pas vous coûter tout compris plus de 200 € par mois. Mais ça va vite, parce que vous allez directement, si vous êtes jeune permis, avoir une assurance qui est à peu près 200 € par mois, le carburant, et en plus en fonction de la voiture que vous avez une perte de richesse directement par la baisse de valorisation du véhicule. Après ça, vous pouvez essayer, si vous êtes un peu malin et que vous y connaissez en voiture, vous avez le temps d'essayer de trouver une voiture qui ne perd pas trop de valeur, ou qui est pas très chère à entretenir. C'est des solutions qui sont possibles. En tout cas, prendre une voiture à la hauteur de son budget et ne pas s'endetter. Donc du coup, on part du principe que là, nos finances sont saines, on va commencer à épargner. Quel type d'épargne il faut faire ? Pour commencer à épargner, le plus simple quand vous avez un compte bancaire, c'est d'ouvrir des livrets. Alors c'est vrai que ça paraît bête, et puis c'est pas ce qui rapporte le plus, c'est certain, mais au moins c'est disponible de suite. Et quand vous avez des fonds sur des livrets, en un simple virement instantané, vous faites un virement de votre livret à votre compte. Et en plus, c'est vraiment l'outil le plus simple pour épargner, parce qu'en fait, la plupart du temps, vous pouvez directement le faire depuis votre appli bancaire, vous n'avez même pas besoin de déranger la banque ou d'appeler, vous le faites directement en autonomie. Et c'est vraiment là où vous avez en fait votre épargne de précaution, donc le coussin de sûreté qu'on parlait tout à l'heure, et éventuellement l'argent que vous allez mettre pour des projets comme des voyages ou éventuellement des investissements. Ce qui est important du coup dans l'épargne aussi, on l'a pas précisé, mais c'est de se payer en premier. C'est-à-dire que le salaire tombe, la première personne que vous payez avant de payer votre loyer, c'est vous-même.
Donc après, il faut doser bien évidemment le montant pour pas être dans le rouge à la fin, mais vous mettez cette épargne de côté et vous n'y touchez pas. Alors tout à fait, alors ça c'est une notion que j'avais appris assez tôt dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il parlait de se payer en premier et j'ai vraiment mis plusieurs mois avant de vraiment comprendre ce que ça voulait dire. En fait, se payer en premier, ça veut juste épargner en premier. C'est-à-dire que quand vous recevez votre paye, vous recevez 2000 €, vous mettez directement le montant que vous avez décidé d'épargner sur le livret. Donc par exemple, si vous avez décidé d'épargner 300 € tous les mois, dès que vous recevez votre paye, vous mettez 300 € sur le livret avant même d'avoir commencé à l'utiliser. Pourquoi ? C'est qu'en fait, effectivement, quand on considère que le seul moment où on se paye, c'est quand on s'enrichit, le seul moment quand on s'enrichit, c'est qu'on investit ou qu'on met de l'argent de côté. En réalité, l'argent que vous avez sur le compte et qui paye votre train de vie, c'est pas de l'enrichissement, c'est de la dépense, ça vient vous appauvrir. Donc vraiment, la notion de se payer en premier, dès que vous avez votre rémunération, c'est d'en mettre une partie de côté. Je pense qu'aussi, ça va un peu plus loin que ça, c'est une histoire de mindset, c'est que dans la vie... Quoi qu'il arrive, il faut toujours se faire passer en premier. Ses objectifs, ses choix. Et du coup, se payer en premier, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Tout à fait, exactement. Se payer en premier, c'est avant tout penser à l'avenir, penser à ses projets. Et je pense que ce qui nous motive, nous, en tout cas notre génération, c'est de se prévoir des projets sur le moyen, sur le long terme. Et ça passe avant tout par épargner et investir. Quelque chose qui est important aussi, c'est de, si vous en êtes en capacité, augmenter votre revenu. Ça, c'est parfois quelque chose aussi qu'on peut sous-estimer parce que quand on est dans son premier job, on peut vite se retrouver un peu avec des œillères et d'arrêter de chercher du taf ailleurs, alors qu'en réalité, la manière la plus simple d'avoir des augmentations de salaire, et particulièrement en ce moment où on voit qu'il y a de l'inflation et que beaucoup d'entreprises n'augmentent pas leurs salariés, c'est tout simplement d'aller chercher ailleurs, d'aller tout simplement voir une autre boîte, repasser des entretiens. C'est en général plus facile d'avoir une augmentation de salaire en allant dans une nouvelle entreprise que simplement en demandant une augmentation. C'est vrai que c'est vraiment curieux que... Je pense que c'est très français parce que une fois que tu rentres à un certain salaire dans une boîte, tu fais 1 an, 2 ans et là, pas d'augmentation de salaire. Alors qu'en fait, il est facile de gaper en allant tout simplement proposer son CV ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, dans mon domaine, c'est classique. C'est comme ça dans beaucoup de boîtes. Et d'ailleurs, avec Marie, on a eu un exemple vraiment parlant où elle était dans une boîte où en fait, ils étaient payés vraiment au minimum que la grille de la convention collective permettait de les payer. Et en fait, ils devaient attendre les augmentations de la grille pour avoir des augmentations. Et un jour, ils ont recruté un candidat qui a été très bon à la négociation de sa rémunération parce que également le marché avait augmenté. Et en fait, quand ils ont dû recruter ce candidat avec un salaire plus élevé, ils ont dû augmenter la rémunération de tous les anciens salariés qui étaient là pour le même poste. Donc vraiment c'est incroyable comme quoi le patron n'était pas prêt à lâcher une augmentation à ses salariés, qu'il a fallu que ce soit un autre salarié qui vienne dans l'entreprise payer plus cher pour finalement avec la loi du code du travail finalement d'augmenter tout le monde. Mais c'est incroyable parce que en fait embaucher ça coûte cher, surtout en France ça coûte super cher. Mais là c'était pas une histoire d'argent en fait, c'était une histoire de perception et de besoin. C'est-à-dire que tant que les autres mouftaient pas trop, on les augmentait pas, on les tenait comme ça, c'est boomer. Exactement. Après, une autre technique aussi, ça peut être, si vous en avez l'opportunité, de faire des heures supplémentaires. Surtout que ça peut être apprécié par certaines boîtes parce que c'est défiscalisé pour l'employeur et pour le salarié. Faut savoir que vous avez des exonérations d'impôts sur les heures supplémentaires et que c'est vraiment pour vous, c'est un game changer parce que vous allez augmenter votre rémunération et qu'en plus, ça va pas augmenter votre fiscalité. Parce qu'on reparlera de fiscalité plus tard, mais c'est vrai que ça aussi, c'est un poste qui peut être assez important. C'est le point comptable, c'est 7 500 € par an. Merci Marie pour cette information précise. Également, par exemple, si on va prendre le cas de quelqu'un qui peut être dans le boomerang mais qui n'est pas salarié, qui est par exemple profession libérale, alors on peut être kinésithérapeute, avocat, expert comptable, diplômé, sûr, associé. Ceux qui se lancent directement. Exactement, on peut tout à fait être dans le boomerang. Les conseils sur la gestion du budget sont exactement les mêmes que pour un salarié, alors que ça va même être un peu plus compliqué pour eux, dans le sens où ils vont parfois avoir des rémunérations qui vont pas être tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que de mois en mois, ils vont peut-être avoir des mois où ils vont plus travailler avec forcément des salaires plus importantes. Quand ils vont partir en vacances, ils n'auront pas de rémunération en face. Donc là, ça demande en plus une gestion plus importante et je pense une épargne plus importante aussi. Tout simplement une discipline en fait. Parce que en fait, ce qui rentre, c'est du brut. Donc déjà, il faut anticiper le fait... pour ceux qui sont en profession libérale ou simplement indépendants, il y a des gros rappels URSSAF d'une année à l'autre. Et c'est surtout que eux, ils ont le truc de si je travaille pas, ça tombe pas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, si pas de travail, pas de paye. Après, c'est aussi un avantage parce que quand vous n'êtes pas, on va dire... c'est la méritocratie, quoi. La méritocratie, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas, on va dire, ficelé dans un contrat de travail, vous ne pouvez pas travailler plus que ce que vous propose l'employeur. C'est aussi un avantage, on va dire, pour ceux qui sont à leur compte. Ils peuvent également travailler plus et ça peut leur permettre de mettre plus d'argent de côté plus rapidement, ou notamment quand vous avez un prêt étudiant
par exemple vous avez fait des grandes études, après vous êtes à votre compte, ça peut avoir du sens de vraiment cravacher pendant 1-2 ans, de mettre vraiment de faire des grosses rémunérations mais qui vous permettent derrière de rembourser votre prêt étudiant plus vite. Prêt étudiant ou tout simplement mettre de l'épargne rapidement de côté parce que du coup le premier investissement arrivera super vite je pense. Tout à fait. L'autre possibilité que vous allez avoir pour augmenter vos revenus, ça va être tout simplement d'investir. Et l'investissement, ça va passer par plusieurs leviers. Le premier, qu'en général va vous proposer la banque, parce que c'est ce qu'elle a de plus rentable pour elle, ça va être les produits bancaires qu'on va vous proposer. Donc vous avez notamment le PEA, donc le plan épargne en action, qui lui est assez intéressant parce que l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu si vous le détenez de plus de 5 ans. Donc ça peut vraiment avoir du sens d'investir dessus. On est quand même plutôt sur une épargne long terme, parce que quand vous allez investir sur un PEA, donc plan épargne en action, forcément vous êtes en action, donc on est déjà sur une classe d'actifs. On va dire que la durée d'investissement recommandée elle est de 5 ans, donc là on n'est pas sur de l'épargne où vous mettez 500 € un mois, vous récupérez 300 un autre mois. Non, on est vraiment plutôt sur un investissement long terme. Le plus intéressant typiquement sur ce type de placement, c'est de faire ce qu'on appelle la technique du DCA. Donc en fait, c'est d'investir une même somme fixe tous les mois. Donc par exemple, si vous décidez d'épargner 300 € tous les mois, vous pouvez mettre 100 € sur votre PEA. Ça va faire grossir l'épargne que vous avez sur le PEA de mois en mois et ça va permettre surtout de lisser vos points d'entrée. Parce que vous allez me dire, oui, mais les marchés actions, si on n'a pas le point d'entrée, comment on fait pour savoir si le marché est haut, si le marché est bas? En réalité, la technique du DCA elle est vraiment très forte pour ça. C'est qu'en fait, comme vous achetez le marché tous les mois, vous n'avez pas la question à vous poser. Peu importe que le niveau des bourses soit élevé ou que le niveau des bourses soit faible, peu importe, vous achetez tous les mois et au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans, vous vous retrouvez avec une belle épargne, souvent avec des belles plus-values et la technique DCA est redoutable, c'est impossible d'être en moins-value avec cette technique-là en investissement à long terme. Cette technique du DCA, on fera peut-être un épisode spécial sur les cryptos, mais ça marche super bien aussi pour les cryptos. Tu le recommandes ou pas ça, les cryptos dès le début? Alors les cryptos, je vous le recommande uniquement si de 1, vous êtes appétent, de 2, que vous mettez une part, on va dire, de votre épargne mesurée. Commencez pas à mettre 100% de votre patrimoine en crypto-monnaie, c'est une mauvaise idée. On va dire que l'idéal, quand vous commencez à mettre de l'argent de côté, si vous voulez en mettre un petit peu sur les crypto-monnaies, c'est de la même manière que sur un PEA, il faut en mettre un petit peu tous les mois, éventuellement avec la même technique du DCA, c'est ce qui est le plus intéressant, et c'est surtout d'éviter les effets de levier. Après, les effets de levier, que ce soit sur les actions ou les crypto-monnaies, c'est à proscrire. L'effet de levier, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement d'emprunter pour acquérir soit une action, soit une crypto-monnaie. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un effet de levier 2, vous achetez par exemple pour 100 € d'action totale, si vous avez un effet de levier 2, ça veut dire que vous avez acheté non pas 100 mais 200 € d'action totale. Et le problème, c'est qu'effectivement, si maintenant l'action totale augmente, vous allez faire 2 fois plus de bénéfices que la vraie augmentation de valeur de l'action. En revanche, ça marche aussi à la baisse. Et sachez que beaucoup de brokers ou de courtiers vont vous proposer des effets de levier parfois jusqu'à 10, parfois jusqu'à 50, parfois jusqu'à 100. Alors je sais qu'ils l'ont plafonné il y a quelques années, mais de mémoire, je crois qu'en France on a encore accès maximum à des effets de levier de 25. Sachez qu'un effet de levier de 25, il n'y a aucune classe d'actifs où on va chercher du levier de 25 à part l'immobilier, par le crédit, mais bon ça on y reviendra après. Vraiment pas d'effet de levier que ce soit sur votre PEA ou si vous décidez d'acheter des crypto-monnaies. Effectivement, comme l'a dit Marie, il y a des épisodes spéciaux qui seront consacrés vraiment soit aux actions, soit aux crypto-monnaies. C'est pour ça que là, on ne rentre pas plus que ça dans le détail. C'est vraiment pour vous donner les grandes lignes des possibilités d'investissement que vous avez. Une autre solution qui est en général assez intéressante si vous avez une compétence à faire valoir. Par exemple, je ne sais pas, même si vous travaillez dans une belle boîte du CAC 40, vous êtes ingénieur et en même temps vous êtes un grand sportif et vous êtes dans une salle de sport et vous avez parfois peut-être même des gens qui vont vous solliciter pour du coaching. Vous pouvez tout à fait créer un side business. C'est une très bonne solution pour se créer des revenus alternatifs. C'est ce qu'on appelle le side business, donc c'est le métier que vous avez à côté de votre activité principale et ça peut être un bon moyen d'aller vous chercher un revenu complémentaire de quelques centaines d'euros par mois sans vous prendre tout votre temps. Si par exemple vous développez justement une activité de conseil, une activité de coaching ou par exemple que vous êtes graphiste et que vous décidez sur beaucoup de sites en ligne, on peut trouver des demandes d'entreprises qui cherchent à faire des logos. Par exemple, si vous avez des compétences en montage vidéo par exemple ou en réalisation de miniatures, enfin il y a énormément de compétences aujourd'hui qu'on peut faire valoir en ligne et que vous pouvez directement avoir à côté de votre métier principal. Et vraiment, c'est un game changer pour augmenter ses revenus plus rapidement et ne pas simplement être plafonné à la rémunération que vous offre votre métier. Sachez également qu'en général, ce type d'activité, vous le faites en micro-entreprise.
et qu'en termes de fiscalité, vous vous en sortez assez bien, parce que c'est en général des business où vous n'avez pas des charges fixes qui sont très élevées. La plupart du temps, ce que ça va simplement vous coûter, c'est votre temps et peut-être un ou deux logiciels, mais la micro-entreprise, c'est parfaitement adapté. Tu veux nous faire le point comptable dessus, Marie ? Non, peut-être pas de suite, mais bon, effectivement... ça veut dire on reviendra sur la micro-entreprise. Non, mais sachez que grosso modo, la micro-entreprise, en fait, vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires et vous avez droit à un abattement. Mais la plupart du temps, c'est très rentable pour vous, parce qu'en réalité, le niveau d'imposition qu'on a en micro-entreprise est bien inférieur à si vous l'exerceriez directement à travers une société que vous aurez créée. Tout à fait, ouais. Juste pour revenir un petit peu sur l'épargne et la santé financière d'une manière générale, le banquier, imaginons, vu que toi t'es banquier, on a quelqu'un qui a son salaire, qui arrive à mettre de l'épargne de côté. Est-ce qu'il y a des dépenses sur lesquelles tu tiltes ? C'est-à-dire que tu regardes ses relevés bancaires et tu te dis, lui, moyen. Moi je tilte directement. Alors bon, ça c'est une déformation professionnelle, c'est peut-être pas vrai dans 100% des cas, mais on va dire que dans l'extrême majorité ça l'est. C'est les grosses dépenses, les gros retraits en espèces. Alors en général, quand il y a des gros retraits en espèces sur un compte, c'est souvent qu'il y a des dépenses qui sont qui sont non optimisées. Enfin, j'entends par là qu'on sait très bien que quand il y a des grosses dépenses sur un compte, en général, c'est soit pour financer des jeux d'argent ou du casino, par exemple, voire parfois des drogues ou des consommations d'alcool très élevées en boîte de nuit, par exemple. C'est typiquement le type de dépenses qui se cache derrière des gros retraits d'espèces. Donc ça, c'est absolument ce que veut pas voir le banquier. Et ça permet justement que je puisse rebondir là-dessus, que si vous voulez vraiment avoir un budget équilibré, pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté, il y a vraiment des dépenses totales à éviter, typiquement les paris sportifs. Ouais. C'est pas rentable. Il y a très peu de gens qui arrivent à gagner de l'argent avec le pari sportif. C'est vraiment pas. En fait, c'est pas un actif. Hein, c'est juste un jeu. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est dedans. On appelle ça des jeux d'argent. Donc effectivement, quand vous avez beaucoup d'argent et que vous aimez jouer et que vous pouvez vous le permettre peut-être, mais quand on veut avoir un patrimoine équilibré, sortir du boomer dream et mettre de l'argent de côté, les jeux d'argent, c'est absolument à proscrire. Ce que vous avez à proscrire également, c'est le tabac. Alors bon, moi personnellement je suis pas fumeur, donc peut-être que beaucoup vont dire que c'est facile, mais c'est vrai que le tabac, quand on voit le prix du paquet aujourd'hui, c'est une grosse dépense, notamment parfois pour les gens qui fument un paquet ou 2 paquets par jour, ça peut arriver, encore ces cas extrêmes là. Alors peut-être moins dans notre génération, mais bon, ça reste encore une dépense qui peut être assez importante. Et imaginez tout l'argent que vous mettez dans la cigarette, si vous le mettiez sur votre compte épargne, ça pourrait rapidement grossir. Pour vous donner un exemple, j'ai une de mes collègues de travail, 50 ans, elle a pas de crédit à sa charge, c'est-à-dire que sa maison est payée. Je vous jure qu'elle fume 2 paquets par jour et ça lui coûte un fric monstre. C'est-à-dire qu'elle ne met pas de côté parce qu'elle fume trop. Donc en plus de lui avoir mis 5 stents dans les jambes, donc c'est-à-dire de vraiment nuire à sa santé, c'est un trou financier. Elle sait même pas comment elle va payer le veto la semaine prochaine. Oui, donc comme nous le montrait Marie, ça peut vite vous amener à des dépenses très importantes et en plus c'est mauvais pour la santé. Encore si vous dépensez dans des choses qui sont bonnes pour vous, tant mieux. Mais c'est vrai que le tabac n'en fait absolument pas partie. Également un dernier point qu'on n'avait pas abordé sur qu'est-ce qui est vraiment mauvais pour votre budget, vous pouvez avoir les crédits renouvelables. Alors ça vous l'avez peut-être pas, on vous l'a peut-être jamais proposé pour l'instant, mais vous l'avez beaucoup quand vous achetez par exemple dans des grands magasins, si vous achetez des télés, si vous achetez des machines à laver, des canapés, on peut vous proposer des crédits renouvelables. Ça aussi c'est un piège parce que déjà vous avez un taux d'intérêt qui est encore plus élevé que sur un crédit consommation, vous allez rapidement être à payer du 7, 8 voire 9% de taux d'intérêt et en fait c'est un crédit que si vous voulez vous ne remboursez jamais, vous payez tout le temps les intérêts. Le problème c'est que ça va vous rajouter une charge de dingue. Alors vous vivez à crédit parce que vous devez de l'argent à un établissement financier qui vous l'a prêté et en fait ça vient gréver votre budget. Vraiment le crédit renouvelable c'est à éviter et le problème c'est qu'aujourd'hui les établissements financiers ont plutôt tendance à le proposer parce qu'en fait c'est dans l'air du temps. Quand on est dans le boomer dream, on a son crédit consommation, on a son crédit renouvelable pour partir en vacances, mais là encore c'est vraiment quelque chose qui vient grever votre budget. C'est surtout qu'en plus même si vous n'êtes pas solvable, ils s'en fichent en fait, ils prennent celui qui veut bien dire oui au crédit renouvelable, même si les revenus sont moyens, l'endettement est moyen, ça passe quand même en fait. C'est pas comme une vraie banque. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça, on l'abordera quand on rentrera vraiment dans le vif du sujet de l'investissement immobilier. Mais typiquement, quand vous faites un crédit immobilier, le banquier vient limite vous demander vos empreintes digitales pour savoir si vous pouvez emprunter ou non pour un crédit consommation. Il y a même des documentaires qui ont montré que en réalité, avec des faux documents, on pouvait parfaitement avoir n'importe quel crédit consommation. Personne ne vérifiait et même parfois le conseiller vous le valide. Alors moins dans les banques parce qu'aujourd'hui c'est très surveillé, mais quand vous avez par exemple des organismes comme CTLM par exemple ou Sofinco, ils peuvent parfaitement vous valider un crédit alors même que vous n'avez pas de revenus. Donc on voit quand même que là c'est inciter le consommateur à s'endetter très fortement parce que c'est très rentable pour les établissements financiers.
Également, pour revenir, tant qu'on est sur la banque, je vous avais parlé tout à l'heure du PEA, il y a d'autres outils bancaires que va vous proposer votre banque et sur lesquels il faut dire non. Il faut dire non, exactement. Alors le premier, ça c'est peut-être celui que je trouve le plus inutile pour notre génération, mais c'est le plan épargne retraite. Et je vois tellement de nos amis de notre âge qui ont 25 ans qui ouvrent un plan épargne retraite. Alors je vous fais un petit point rapide dessus parce que je pense qu'on n'en reparlera plus jamais après. On va briser vos rêves, vous n'aurez pas de retraite. Non, effectivement, de 1, vous n'aurez pas de retraite, mais de 2, le plan épargne retraite ne vous sauvera pas non plus du manque d'argent au moment de votre retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil financier qui fonctionne un petit peu comme une assurance vie. Donc pour aller rapidement sur l'assurance vie, c'est une enveloppe à l'intérieur de laquelle vous pouvez avoir du fonds en euros, donc qui est un fonds de garantie des assureurs qui est liquide et disponible à tout moment. Donc en général, vous avez un taux de rendement d'à peu près 2 à 3% brut par an sur le fonds en euros. C'est pas très rentable. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes garanti en capital et que c'est liquide à tout moment. Le problème, c'est qu'à côté de ça, vous avez des OPC, donc c'est des organismes de placement collectif, donc des fonds qui vont par exemple avoir des actions, des obligations. Alors là, on peut trouver des fonds sympas où on peut aller chercher du rendement là-dessus. Donc pour vous expliquer concrètement, fiscalement, comment fonctionne le plan épargne retraite et la carotte que vous avez à l'entrée, c'est tout simplement que si vous mettez 10 000 euros sur votre plan épargne retraite et que vous êtes imposé dans la tranche à 30%, en fait, vous allez déduire ces 10 000 euros de votre revenu imposable et vous allez donc économiser 3 000 euros qui est en fait 30% de 10 000. Donc vous avez une carotte fiscale qui peut être sympa, mais le problème c'est qu'en fait cet outil n'est pas intéressant parce qu'en fait vous avez aujourd'hui 25 ans, vous ne mettez pas de l'argent qui est bloqué jusqu'à votre retraite. Tout ce que vous allez faire, c'est laisser simplement cet argent aux établissements financiers qui vont faire des intérêts et s'enrichir dessus, et vous, sans doute que si vous le reverrez dans 40 ans ou 30 ans, à mon avis, vous aurez été très déçu du rendement. En fait, c'est vraiment un outil fait pour le boomer d'une manière générale, c'est-à-dire que le PER c'est intéressant quand vous avez une entreprise, que vous êtes souvent le seul dans l'entreprise, que vous avez de la trésorerie à placer et que vous savez que vous partez dans 5 ans à la retraite. Là ça peut être un cas intéressant, mais sinon pour un jeune de 25 ans vraiment il faut... Tout à fait. Tout à fait. Moi-même, en tant que banquier privé, ça peut m'arriver de proposer du plan épargne retraite, mais je le propose à des gens qui ont entre 55 et 60 ans. Jamais en dessous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont être vraiment dans les années où, en général, ils ont les revenus les plus importants, ils sont très imposés. Donc, quand on est dans la tranche à 41 voire 45%, ça a du sens de verser sur le plan épargne retraite. Et surtout, c'est que eux, comme ils vont être dans la retraite dans moins de 10 ans, en général, on fait un plan épargne retraite 5 ans avant de partir. Là, c'est intéressant. Là, ils savent que l'argent, ils le reverront et qu'en plus, ils auront fait une économie fiscale. Vraiment grand prince de proposer ça de manière judicieuse aux boomers et pas aux petits jeunes, franchement. Exactement, mais bon, être en plein dans le boomer dream, ça a parfois des avantages sur ce qu'on peut apprendre. Également, autre placement que va vous proposer le banquier que j'ai rapidement abordé, c'est l'assurance vie. Alors l'assurance vie, le vrai outil, il est en termes de succession et de transmission. Ça permet vraiment d'optimiser une succession. Éventuellement, on fera un podcast entier là-dessus si ça vous intéresse. Mais bon, quand on a 25 ans, on se pose rarement la question sur comment optimiser sa succession. C'est plutôt pour les gens qui ont 60 ans en général qu'on se pose cette question. Donc c'est vrai que l'assurance vie, je ne le conseille pas non plus parce que c'est une enveloppe qui est extrêmement rentable pour la banque parce que vous avez énormément de frais. Vous allez avoir en général des droits d'entrée, donc vous allez avoir des frais à l'entrée. Vous allez avoir des frais de gestion sur vos fonds en euros et sur vos unités de compte, et en plus dans les unités de compte, donc les fameux OPC que je vous parlais tout à l'heure, vous allez à nouveau avoir des fonds tout simplement parce que des frais à l'intérieur de ces fonds, tout simplement parce qu'en fait l'organisme qui gère le fonds et qui va par exemple acheter des actions pour vous et faire vivre le fonds finalement va se rémunérer. Donc en fait vous rémunérez beaucoup d'intermédiaires financiers et votre rémunération elle est énormément amputée. Et c'est vrai que moi je le vois tous les jours des assurances vie avec des centaines de milliers d'euros dessus où au final les rendements ils sont 2%, ou parfois même moins de 2%, alors qu'aujourd'hui le livret est à 3%, ça faut quand même le rappeler. Donc c'est vrai que pour moi l'assurance vie, on est typiquement dans un placement qui est pas rentable et à éviter particulièrement quand on est jeune. Vaut mieux garder son épargne liquide et aller sur des classes d'actifs comme les actions ou éventuellement les crypto-monnaies, encore une fois si vous êtes formé que ça vous plaît, ou sur l'immobilier comme on le verra après. J'allais revenir du coup sur le premier achat immobilier parce que je pense que tu es d'accord avec moi, c'est quand même pour un premier investissement, je pense que c'est le plus pertinent. Il y a un effet de levier à l'immobilier. Tout à fait. Vraiment, pourquoi l'immobilier est intéressant parce en qu'on termes d'investissement. on s'en rend peut-être pas compte Oui. Les premiers mois, la première année, mais au final, il y en a vraiment, ça existe. Exactement, c'est vraiment tout l'intérêt de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Si vous investissez dans l'immobilier sans l'effet de levier, c'est-à-dire uniquement en achetant des biens immobiliers cash,
honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure des classes d'actifs. C'est une bonne classe d'actifs en fonction de ce que vous achetez, mais c'est peut-être pas la meilleure. En revanche, le vrai intérêt, c'est effectivement quand vous partez de zéro, que vous n'avez pas encore de capital, c'est parfaitement possible de se constituer un patrimoine avec de l'immobilier, tout simplement parce que vous allez pouvoir emprunter auprès de la banque et que le montant du crédit va finalement se rembourser d'année en année avec le loyer que vous allez percevoir, et que c'est ça qui va générer votre enrichissement. C'est le remboursement du crédit et éventuellement le cash flow, comme on discutera tout à l'heure, éventuellement que vous allez pouvoir constituer. Donc c'est vraiment pourquoi l'immobilier est intéressant, c'est pour cet effet de levier. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait éviter l'effet de levier sur les cryptos et sur les actions, effectivement, parce que là, votre position, elle peut sauter et que c'est extrêmement volatile d'avoir un effet de levier, par exemple 10 sur les crypto-monnaies ou les actions, c'est-à-dire que si le marché bouge de 10% à la baisse, en fait vous avez perdu 100% de votre patrimoine. Et l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui bouge très peu. Alors là, on nous parle de crise immobilière, on nous dit que ça baissera peut-être de 10-15%. Il faut déjà savoir qu'il y a autant de marchés immobiliers qu'il y a de quartiers, qu'il y a de villes. C'est-à-dire que c'est pas parce que les prix parisiens baissent que forcément les prix à Tourcoing vont baisser ou les prix à Brest vont baisser. Ça dépend vraiment. Vous avez des villes qui depuis des années font des records en termes d'augmentation des prix au mètre carré. Vous en avez d'autres qui baissent déjà depuis pas mal d'années. Donc c'est un marché qui est vraiment plus robuste, où vous avez l'avantage d'avoir un bien qui va très peu baisser dans le temps, et encore si vous avez une crise immobilière ou que vraiment vous êtes dans une mauvaise ville en termes d'investissement, mais si vous êtes dans une bonne ville et qu'on est dans une période classique, vous allez avoir des plus-values qui vont être relativement importantes à la sortie. Ok pour ça, je pense que c'est quand même pertinent qu'on fasse un petit point sur la résidence principale. Peut-être qu'on la développera un peu plus dans un autre épisode. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont entre 20 et 30 ans, peut-être un peu plus avancés, 35 ans, qui ont déjà leur résidence principale et qui au final souhaitent aussi s'émanciper un peu de ce boomer dream. Est-ce que c'est pertinent d'acheter sa résidence principale ? Tout va dépendre dans quel endroit vous vivez. En fait, il faut savoir que ce qui est pertinent ou pas d'acheter sa résidence principale, c'est tout dépend de ce que va vous coûter votre résidence principale si vous êtes propriétaire, et de ce que va vous coûter en loyer le même bien si vous étiez locataire. Donc pour le calculer, c'est pas très compliqué. Il faut prendre l'ensemble des frais que vous avez quand vous êtes propriétaire. Donc quand vous êtes propriétaire, la plus grande dépense que vous allez avoir, c'est votre crédit. Alors certes, il y a la part d'amortissement, vous remboursez le crédit, vous vous enrichissez, mais il y a également la part d'intérêt qui est relativement importante. Là en plus, on a des taux qui ont beaucoup même explosé, on peut le dire, on est passé de 1% à 4% en à peu près un an et demi. Donc quand vous avez un taux d'emprunt à 4%, le montant des intérêts, il est très important dans votre mensualité. Donc ça, c'est un premier coût que vous avez quand vous êtes propriétaire. Ensuite, vous allez avoir le coût, si vous êtes par exemple dans un appartement, dans une copropriété, vous allez avoir vos charges de copropriété. Vous allez avoir en plus l'entretien ou les éventuels travaux que vous avez dans le bien s'il faut l'entretenir. Vous allez avoir également la taxe foncière qui est de plus en plus importante, et on le voit, les villes, elles font exploser les montants des taxes foncières, principalement aussi parce que ils ont supprimé la taxe d'habitation il y a à peu près 3-4 ans. Faut bien se rattraper. Exactement, sachez que quand il y a une économie d'impôt quelque part, en général, elle est toujours rattrapée ailleurs, et vous allez comparer ça à combien vous coûterait le même bien si vous étiez locataire. Et en fait, en fonction des villes, vous avez des endroits où ça va finalement vous coûter moins cher d'être locataire, et des endroits où ça sera beaucoup plus rentable d'être propriétaire. Après, c'est certain qu'il y a aussi qui rentre en compte le fait de vous voulez vivre chez vous, vous voulez être propriétaire des murs dans l'endroit où vous vivez, faire ce que vous voulez chez vous. Ça, c'est parfaitement légitime, mais il faut toujours quand même garder à l'esprit, on fera un épisode vraiment dédié sur la résidence principale, qu'il faut bien acheter sa résidence principale, donc l'acheter en dessous du marché, ne pas avoir cet effet coup de cœur d'absolument vouloir un bien et de pas faire attention au prix, parce qu'un jour vous allez devoir la revendre, et je pense que ça peut être le drame d'une vie de perdre de l'argent sur la revente d'une résidence principale. C'est exonéré d'impôts, donc ça serait vraiment dommage. Ça serait exactement, c'est la plus-value est exonérée d'impôts, donc ça serait vraiment dommage qu'en plus vous ayez une perte sur la revente de celle-ci. Tu penses que vivre chez ses parents, ça peut être un bon plan du coup ? Parce que là du coup, pas d'endettement, pas de loyer... Oui, je pense que notamment quand on vient de finir ses études, ça peut vraiment être intéressant de vivre chez ses parents. Par contre, il faut bien garder à l'esprit que vous n'avez pas votre charge de loyer, donc c'est une charge importante qui disparaît de votre budget. Donc ça va être d'autant plus obligatoire de faire un niveau d'épargne très important. Ça peut vraiment vous permettre de partir dans la vie avec une bonne épargne de côté si vous vivez par exemple 1 ou 2 ans chez vos parents juste après la fin de vos études. En revanche, il faut vraiment garder ça à l'esprit, que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un rythme de vie qui consomme l'intégralité de votre rémunération, parce que le jour où vous allez vouloir vivre dans un appart, ça va vous faire extrêmement mal, le fait de devoir baisser votre niveau de vie pour pouvoir payer votre loyer. En fait, je parle de ça parce que généralement le banquier il tique sur le premier bien immobilier quand on n'est pas propriétaire ou qu'on vit chez ses parents.
Il va dire ah mais vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, ça va pas du tout. Oui, alors ça effectivement c'est quelque chose que vous allez forcément entendre chez les banquiers quand vous voulez faire un investissement immobilier. À peu près tous les établissements bancaires pensent qu'il faut absolument être propriétaire de sa résidence principale. Alors il n'y a pas réellement de réalité économique, en fait c'est juste quelque chose qui paraît normal. Et là on en revient sur un petit peu ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que quand vous allez décider d'investir, vous allez finalement faire ce que la plupart des gens ne font pas. Vous allez sortir de la normalité. Sortir du chemin, c'est ça. Et vous sortez du chemin classique, et le chemin classique, vous devez acheter le plus tôt possible votre résidence principale à n'importe quel prix. Il faut absolument être propriétaire de là où on vit. Donc effectivement, quand vous allez voir le banquier pour faire un investissement, il va vous dire mais vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, c'est bizarre, normalement on achète d'abord sa résidence principale, on se met un crédit sur le taux pendant 25 ans, et quand on a 50 ans, on se pose peut-être la question d'acheter 1 ou 2 appartements en locatif. Donc effectivement, pour répondre à ça, c'est assez simple. La première stratégie, c'est par exemple si vous vivez chez vos parents, c'est de mettre de côté l'équivalent d'un loyer et vous montrer au banquier que déjà vous avez de toute façon de quoi payer un loyer tous les mois, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'autre solution, si par exemple vous décidez d'investir dans un appartement, c'est tout simplement de dire au banquier que l'appartement, vous l'achetez pour votre résidence principale, et une fois que vous serez propriétaire, vous le mettrez en location. Vous n'avez aucune obligation quand vous faites un prêt immobilier. Si vous décidez de faire le prêt pour en faire votre résidence principale, vous n'avez aucune obligation d'y vivre dedans. Vous pouvez parfaitement derrière faire un investissement locatif. Et c'est parfaitement légal, c'est pas avoir menti au banquier. Encore une fois, c'est à vous de raconter une histoire qui est cohérente. Par exemple, vous décidiez d'acheter une résidence principale quelque part, finalement au moment où vous devez emménager, le quartier ne vous plaît pas, vous êtes trop loin de votre lieu de travail, vous décidez de garder le bien, de le mettre en location. C'est parfaitement normal à partir du moment où c'est expliqué, et c'est parfaitement légal. Même si par exemple, je sais que quand on fait un prêt pour sa résidence principale, on peut emprunter à 110%. La banque elle ne peut pas te reprocher ça si par exemple tu dis que tu achètes ta résidence principale, au final ah bah mince je vais mettre un locataire dedans et du coup t'as pas fait l'apport des frais de notaire et t'as un financement à 110. Non, la banque pourra pas vous le reprocher. Alors là encore, pour vous expliquer ce qu'est le financement à 110%, si votre bien coûte 200 000 euros et que vous faites un prêt de 200 000 euros, vous faites ce qu'on appelle un emprunt à 100%. Si maintenant, quand vous achetez un bien et que le bien coûte 200 000 euros, en général, vous allez avoir des frais de notaire, donc environ entre 7 et 8%, donc grosso modo 16 000 euros de frais de notaire. De manière générale, le banquier vous demande de faire l'apport de ces frais-là. Donc vous allez devoir, si vous achetez un bien de 200 000 euros et que vous faites un crédit de 200 000 euros, faire l'apport de ces 16 000 euros. Maintenant, effectivement, vous pouvez demander au banquier, écoutez, j'achète ma résidence principale, je suis jeune, j'ai envie de garder mon épargne parce que je prévois peut-être quelques travaux, ou alors je veux m'acheter une nouvelle voiture ou prévoir un mariage, peu importe. Vous demandez un financement à 110%, c'est-à-dire que le banquier peut, dans le montant du prêt de 200 000 euros, inclure les frais de notaire. Donc du coup vous achetez bien un bien de 200 000 euros et vous faites un emprunt de 216 000 euros. Et cette technique là, qui en général s'applique uniquement aux résidences principales, parce que les banquiers refusent la plupart du temps sur des investissements locatifs. C'était possible il y a quelques années, mais là grosso modo dans 99% des cas ce n'est pas possible d'emprunter à 110% pour du locatif. Donc même si vous l'avez fait en résidence principale et qu'au moment où vous habitez dedans, vous décidez de le mettre en location, même si vous avez fait un emprunt à 110%, c'est parfaitement légal et il n'y a aucun problème là-dessus. Tu penses que l'immobilier locatif, c'est possible en partant de rien ? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Nous-mêmes, on l'a fait. Alors, on va pas vous mentir en vous disant que c'est facile et que ça n'a jamais été aussi facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Tu peux peut-être donner l'exemple sur un de tes premiers investissements ? Celui de Béziers par rapport au prix, le fait de débuter, parce que c'était au tout début de ton CDI, tu étais en période d'essai. J'étais au tout début de mon CDI, j'étais en période d'essai. Alors bon, le seul cheat code que j'avais entre guillemets, bon ça n'en était pas vraiment un, mais bon c'était que j'étais déjà salarié d'une banque, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile d'avoir un prêt quand on est salarié d'une banque, mais j'étais quand même en période d'essai, c'est-à-dire que du jour au lendemain l'employeur pouvait me mettre dehors, donc j'étais pas dans un vrai CDI comme l'entendent les banques, mais j'ai réussi à faire un emprunt sur un petit immeuble qui coûtait 115 000 euros, et là par contre j'ai fait un emprunt à 100%, je n'ai emprunté que 115 000 et j'ai fait l'apport avec de l'épargne que j'avais constituée de côté pendant mon alternance, des frais de notaire pour pouvoir réaliser l'acquisition. Et au final ça s'est financé plus ou moins tout seul. Exactement, ça s'est financé tout seul. Aujourd'hui le bien est rentable, il me produit un cash flow et en plus le crédit s'amortit tous les mois. Du coup il faudrait quoi comme prérogative, on va dire, pour demander un premier prêt immobilier ? Dans les grandes lignes, histoire qu'on se donne une petite idée. Dans les grandes lignes, pour se donner une idée de par où commencer pour demander un prêt immobilier, il faut avant tout, le mieux c'est d'être en CDI, donc d'avoir un contrat à durée indéterminée. Si vous êtes en CDD ou en période d'essai,
C'est pas impossible, mais c'est difficile, pardon. Si vous êtes alternant, c'est difficile aussi. Si vous êtes par exemple étudiant avec un contrat à mi-temps, c'est possible, mais là encore c'est difficile. Il faut grosso modo retenir que depuis 2021, ce qu'on appelle le HCSF, donc le Haut Comité à la stabilité financière, chapeauté par la Banque de France, a drastiquement resserré les conditions de crédit pour les emprunteurs particuliers. Alors dans un autre épisode, on reviendra sur le pourquoi du comment de cette mesure, mais aujourd'hui les banques ne peuvent plus prêter au-delà de 35% de taux d'endettement. Alors il y a une dérogation qui est possible pour 20% des dossiers, et dans ces 20% des dossiers, il y en a 80% qui doivent être pour la résidence principale. Donc il y a une petite dérogation possible, mais il faut retenir que grosso modo, quand vous voulez faire un investissement immobilier, le montant de la mensualité de tous vos crédits ne doit pas dépasser 35% de votre revenu. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si vous avez un contrat à mi-temps, à moins que vous ayez vraiment une grosse rémunération, c'est difficile de pouvoir envisager un prêt immobilier. L'autre technique, si par exemple maintenant vous n'êtes pas salarié, que vous êtes à votre compte, ça va d'avoir 3 bilans d'activité. Par exemple, que vous soyez en micro-entreprise, classiquement entreprise individuelle au réel, ou que vous soyez en société, il faut 3 bilans. C'est possible de le faire avec 1 ou 2 bilans. Là encore, ça va vous rajouter, ou un prévisionnel, là encore, ça va vous rejeter des complications, mais c'est possible aussi. Il faut retenir que 3 bilans, c'est le plus simple. La bonne nouvelle avec le prévisionnel, c'est qu'on met ce qu'on veut dedans. Il faut soudoyer son expert comptable et payer 300 balles le prévisionnel, mais ça passe. Si vous connaissez un expert comptable sympa, effectivement, sur le prévisionnel, on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est vrai que souvent les banques, les banques, il faut pas les prendre pour des perdreaux de l'année non plus. Ils ont quand même des experts qui voient beaucoup de prévisionnel. Faut pas mettre n'importe quoi. Si vous créez une activité, en soutien, ça passe. Une activité, je sais pas moi, de promenade de chien, par exemple, vous pouvez pas dire que vous allez gagner 10 000 euros par mois le premier mois, ça ne marchera pas. Mais si maintenant vous êtes avocat par exemple et que vous projetez que vous allez arriver à vous verser 3 ou 4 000 euros par mois sur le prévisionnel, ça c'est tout à fait possible. Du coup, dans la suite de l'investissement immobilier, le but de l'investissement immobilier, c'est de trouver un bien rentable. Tout à fait. Et là, comment est-ce qu'on fait ? Alors là, effectivement, on aura un épisode dédié entier sur trouver un bien rentable, mais sachez qu'effectivement, les biens rentables, il y en a très peu. C'est pour ça qu'ils sont rentables. Si tous les biens étaient rentables, forcément, beaucoup plus de gens achèteraient de l'immobilier. Qu'est-ce que tu appelles bien rentable ? Juste pour la petite précision. Parce que ça peut être rentable à 3%. Non, à 3%, c'est pas un bien rentable. Un bien rentable, c'est un bien où il y a plus de 10% de taux de rendement. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que si par exemple vous achetez un bien immobilier qui coûte 100 000 euros, pour que vous soyez à plus de 10% de rendement, il faut que votre loyer soit plus ou moins supérieur à 900 euros par mois. Si maintenant vous arrivez à trouver des biens extrêmement rentables, par exemple des biens à 12, 13, 14%, ça existe, c'est plus difficile à trouver, mais ça existe. À ce moment-là, vous augmentez d'autant la rentabilité de votre investissement. Pourquoi on cherche du 10%? C'est qu'à peu près, on va dire que pour que vous soyez, en général, on fait des crédits immobiliers sur 20 ans. Pour que sur 20 ans, vous autofinanciez le montant du prêt, il faut au moins que vous ayez un rendement entre 6 et 7%. À 6 ou 7%, le montant de votre loyer paye le montant de la mensualité de prêt. Alors, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui parce que les taux d'intérêt ont augmenté, donc forcément les mensualités sont plus chères, mais c'est grosso modo les chiffres à retenir. Du coup, tous les pourcentages de rentabilité que vous allez avoir au-dessus de 7%, ils sont dans votre poche ou pour couvrir les éventuels frais de votre investissement, comme des travaux ou éventuellement la taxe foncière aussi. Donc c'est pour ça que quand on parle de se générer un cash flow, donc ça veut dire que une fois que vous avez payé tous vos frais sur votre investissement immobilier, il vous reste un petit quelque chose à la fin du mois, il faut viser 10%. Je pense qu'on a donné quand même pas mal de pistes pour se lancer dans le premier investissement. Tout à fait. Je pense que là, on est rentré dans le concret. Alors là, encore une fois, c'était de vous décrire un petit peu toutes les grandes lignes et les grandes pistes où vous deviez vous diriger si vous souhaitez quitter le Boomer Dream. De toute façon, on va avoir plein d'autres épisodes où on va vraiment rentrer très concrètement dans des cas très précis et donner tout un tas de stratégies qui sont vraiment intéressantes et que, en tout cas, elles valent la peine d'être connues. Ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est qu'avant tout, là aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous êtes peut-être dans un job qui vous plaît pas, ou en tout cas vous avez des projets dans votre vie, vous avez l'impression qu'avec la rémunération que vous avez aujourd'hui, vous pourrez jamais les accomplir. Le premier sujet que vous devez traiter, c'est de vous définir une stratégie. Donc la stratégie, ça passe par se mettre des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Par exemple, à court terme, ça veut dire si vous n'avez aucune épargne, il faut que dans 6 mois, vous ayez constitué une épargne. À moyen terme, ça veut dire que vous ayez par exemple réalisé un premier investissement d'ici 1 an ou 2 ans par exemple. Et à long terme, ça c'est à vous de le définir, c'est quels sont vos projets pour par exemple les 5 prochaines années. Tu dirais que c'est très difficile ce qu'on fait ?
ou ce que les gens font, les investisseurs font? Je dirais que c'est difficile à partir du moment où c'est pas ce que vous voulez réellement. Si par exemple, finalement, vous êtes très bien dans le boomer dream, que vous aimez le fait de travailler, d'avoir une rémunération. Pourquoi pas, après tout, hein. Et tout à fait, hein, c'est tout à fait un choix qui est possible et que vous souhaitez tout simplement continuer le chemin de vos projets comme celui-là. Effectivement, investir, ça peut paraître difficile parce que finalement, on va se dire mais pourquoi se prendre la tête, pourquoi dépenser son temps libre, pourquoi dépenser son temps libre à ces ambitions-là. Maintenant, si vraiment vous avez pour projet de changer votre vie, d'arrêter votre job que vous aimez pas, de faire peut-être de vivre enfin d'une passion mais qui est moins rémunératrice que votre métier d'aujourd'hui, effectivement il faut passer par l'investissement. Ce sera difficile, mais on va dire que l'attrait que vous allez avoir pour votre objectif final vaudra entièrement les difficultés que vous allez rencontrer. Par contre, il faut rester patient. Tous ceux qui vous disent que vous devenez rentier en 1 an, ils vous mentent. Non. À moins que vous ayez un accident positif de richesse incroyable, hein, par exemple quelqu'un qui aurait acheté du Dogecoin et qui aurait fait x500 sur son investissement, effectivement là peut-être en 1 an c'est possible, mais bon c'est extrêmement rare et ça demande beaucoup de chance. Nous on parle pas de chance, on parle uniquement de chiffres et d'objectifs réalisables par tous ceux qui s'en donnent les moyens. Donc là, à partir de cette ambition-là, il faut être patient, ça prend des années. Et vas-y, je te coupe pas la parole. On me l'a reproché, donc je te coupe pas la parole. Juste pour rajouter que c'est difficile au début, mais plus vous avancez dans vos projets, plus vous investissez, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez maîtriser, et plus au final ça rentrera dans votre quotidien et ça sera même pas une charge mentale en fait. Et vous pourrez même en prendre du plaisir. Je pense que c'est sans doute le plus important pour investir, c'est prendre du plaisir à investir. En réalité, vous avez quelqu'un qui se dit entrepreneur quand il crée une entreprise et qu'il y travaille dedans. Je pense qu'on peut se dire investisseur uniquement quand on prend du plaisir à investir. C'est pas d'avoir réalisé un investissement qui fait de vous un investisseur. Je pense que c'est d'en avoir réalisé plusieurs et de prendre du plaisir à le faire. Là, éventuellement, vous pouvez commencer à dire que vous êtes investisseur. Également, il faut aussi se penser à se récompenser régulièrement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez augmenter votre niveau de vie, que vous allez arriver sur un des objectifs que vous allez vous faire sur votre liste, donc vous avez atteint votre objectif court terme par exemple, vous avez réussi à épargner, ben là il faut que vous fassiez plaisir, vous faites un petit voyage, ou vous faites un très bon restaurant avec votre famille, qui marque en fait, qui vient rendre matériel l'effort financier que vous avez fait. Et plus vous allez investir, plus vous allez grossir, et plus vous allez pouvoir vous faire des plaisirs de plus en plus gros, et en fait ils vont vous motiver, et c'est ce qui vous permettra de garder la discipline nécessaire à l'accomplissement de vos objectifs. En soi, c'est un cercle vertueux, même si parfois on passe par des moments un peu de remise en question et de doute. Au final, c'est toujours pour du positif, et je pense que la vie va vite vous le montrer en fait, que c'est vertueux. Tout à fait, c'est un cercle qui est entièrement vertueux, et là encore, vous allez vous heurter, alors ça on en reviendra peut-être soit la semaine prochaine, soit dans le podcast de la semaine suivante, mais ça sera sur les croyances limitantes. Au début, tout le monde a énormément de croyances limitantes. On en parlait rapidement dans le premier podcast. C'est ancré dans l'enfance. C'est ancré dès l'enfance, parce que c'est comme ça que les générations d'avant fonctionnaient. Alors, sauf peut-être quelques rares familles qui avaient des entrepreneurs ou des investisseurs, en général, on a tous les mêmes croyances limitantes, que c'est pas possible, que pour pouvoir quitter son job, il faut avoir hérité d'un capital, ou il faut qu'il y ait un capital qui est apparu quelque part. En réalité, beaucoup d'investisseurs partent de zéro. C'est difficile, mais c'est entièrement possible. Mais là, il va falloir aller au-delà des croyances que vous avez, que l'immobilier c'est pas rentable, qu'il fallait acheter dans les années 90, qu'aujourd'hui les taux sont trop chers et qu'en fait on trouve aucune bonne affaire. Ça, c'est faux. Mais il faut décider que ce le soit pour que vous vous en rendiez compte. Il n'y a pas de problème que des solutions. Exactement. Il faut aussi, je pense, c'est se créer son projet. C'est-à-dire le plus important, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes en manque de sens et que vous ne savez pas où aller, il faut que vous vous imaginiez dans 5 ans et que vous sachiez ce que vous voulez. Et c'est cette idée-là que vous allez laisser mûrir. Ça va prendre des semaines, peut-être des mois, mais cette idée, elle va devenir de plus en plus précise. Vous allez savoir ce que vous voulez faire dans quelques mois ou quelques années, et ensuite vous allez pouvoir définir la stratégie pour y arriver. Et c'est à vous de le décider. Ça se décide soi-même. Personne ne peut le décider pour vous, et vous ne pouvez pas le décider pour les autres. C'est à vous de prendre cette décision et de passer à l'action. Après, là je pense que c'est un point de vue plutôt personnel, mais je pense que le fait de changer les individus comme ça, leur façon de penser, les faire progresser, les faire se sentir à l'aise dans leur vie et épanouis, faire des adultes épanouis, ça contribue aussi à améliorer la société, si on part un peu dans des idées philosophiques. Tout à fait, mais tout à fait. Je pense que c'est fondamental en fait pour... Oui. On parle souvent du monde qui va pas bien, de la France qui se perd. En réalité, il faut changer les individus et je suis persuadée que ça ira mieux.
Tout à fait. Ça sera sans doute le mot de la fin et je rejoins totalement Marie là-dessus. Effectivement, en fait, plus vous allez être épanoui et plus vous allez apporter du positif autre vous. Et on va dire que je pense qu'un des actes les plus positifs que vous pouvez faire pour votre entourage et pour la société, c'est d'être épanoui dans votre vie et de ne pas dépendre de la société d'un point de vue financier. Donc effectivement, aller en plus dans cette démarche, ça s'inscrit tout à fait, on va dire, dans une logique de positivité globale. Il n'y a que du bon à tirer de tout ça. Et en revanche, c'est à vous de le tirer, c'est à vous de le créer. C'est pas les autres qui pourront vous donner de la positivité dans l'investissement, c'est uniquement vous-même qui pourrez vous la créer. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'était un épisode, je pense, assez riche en informations, mais on est content de l'avoir fait. Tout à fait, on est content de l'avoir fait. On a hâte de pouvoir rentrer plus dans les détails au cours des prochains épisodes. Comme je vous l'avais dit, on a plein d'idées, on est très impatient de vous les présenter. Si vous pouviez simplement nous aider en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et en vous abonnant à nos comptes sur TikTok, LinkedIn et Instagram et éventuellement en repartageant à votre entourage, ça nous ferait vraiment plaisir. On vous en remercie. On vous souhaite une excellente fin de journée. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.